Bonjour, je me présente, mon nom est Gilles Legrand. Je suis un passionné de Formule 1, de modèles réduits de Formule 1 et de courses de Formule 1 depuis 1998. Alors, je vous souhaite la bienvenue. On commence en 1991 avec Jordan, la fameuse Formule 1 7-Up. Il a été repêché par l'écurie Benetton après la seule et unique course que Schumacher a fait avec Jordan. Ensuite de ça, il y a l'évolution de Benetton qui l'a conduit à la Ferrari, qui a commencé en 1996, mais notons qu'il a été champion en 94-95 avec Benetton pour un pilote recru qui est quand même assez important à souligner. Alors là, on continue dans les années 96, les années où la fameuse accrochage avec Jacques Villeneuve en 97. Et on est ici en 98, le test car qui Schumacher a fait pour Ferrari. Dans les années 98, avec les fameuses Tower Wing qui ont été bannies à cause du danger que ça comportait. Alors, il y a eu qu'une ou deux courses avec ces ailerons-là. Dans la domination Schumacher, 2000, 2001, 2002, 2003. Ici, on peut voir en 2001, aucun commanditaire et le museau noir pour la solidarité avec les attentats de 2001. Alors, si on parle de tes modèles réduits, c'est tout du modèle 1.18, bien entendu. Oui. C'est tout. Quelle marque que c'est exactement? Mini-Champ. Mini-Champ en général ou des mélanges? À 95% Mini-Champ. Okay. Là, on tombe en 2002, 2003, 2004. Et fait intéressant à noter, partout où il y a un petit drapeau, ça signifie que cette voiture-là et son pilote a été champion du monde. Est-ce que tu as plusieurs modèles dans la même année? Mettons 2001, qu'il y a des éléments différents qui est arrivé. Est-ce que ça arrive que tu as plusieurs 2001, mais ça, il est arrivé tel accident, il est arrivé telle chose avec la même voiture, autrement dit? Oui. On peut voir ici, en 2004, je crois, que Schumacher avait eu un accident à Monaco et Mini-Champ l'avait reproduit. OK, avec la perte d'aileron. Oui, okay. La perte d'aileron, puis une partie du fuselage qui a été abîmée. Alors, mais dans les années précédentes, il y avait le modèle présentation et le modèle de course. OK. Chose qu'ils ont aboli au même titre que le mulet, qui n'existe plus aujourd'hui. Je veux dire la troisième voiture. Pour faire remplacer si jamais arrive à quelque chose. C'est ça. Donc, dans ces années-là, ils ont abandonné le modèle de présentation. Est-ce que là-dedans, tu as des modèles plus uniques que d'autres? Un exemple, si tu prends Mini-Champ qui ont fait, mettons, 5000 éditions du modèle, est-ce qu'il y en a qui sont à 500 ou à 100 éditions? Ah, j'en ai beaucoup. Oui? Ah, oui, j'en ai beaucoup. Laquelle tu pourrais me présenter de spécial, mettons? Vois-tu, celui-là est un de 5000. J'en ai. Tous ceux qui sont sur des plaques sont numérotés. Celui-là. Ça, c'est une Hot Wheels en plus. Là. Oui, ça, c'est une Hot Wheels. C'est assez rare. Ça, ils ont pris un morceau de la combinaison de Schumacher pour le mettre là. Alors, il y en a, oui, effectivement. Vois-tu, t'en as ici pour la position de tête, le plus de pole position. Ça, c'est son retour. Avec Mercedes, non? Oui, avec Mercedes qui a fait 2 saisons. OK. Et c'est ça. Mais Hot Wheels, comme je te disais, Hot Wheels a fabriqué beaucoup pour Ferrari. Ils ont obtenu la licence de Ferrari. Alors, dans ce temps-là, Mini-Champ se retirait un petit peu. Et Hot Wheels l'avait. Remarquez, ici, on a un aileron de la B191 Schumacher flambant neuf. Le modèle réduit est en haut, ici. Dans la plupart des photos, vous allez voir Sanyo sans le logo Goodyear. OK. Mais pour un certain Grand Prix, le commanditaire Goodyear, c'était
ajoutés à l'aileron. Alors ici, je vous présente différents modèles, en commençant par une petite historique de Ferrari. On commence avec Alberto Ascari, qui a été champion du monde en 1953. Okay. Et on a l'évolution, 90, 91, 93, etc. Aller jusqu'à 2004-2005. Fait intéressant, c'est Kimi Raikkonen avec la peinture, un Candy Apple, qui a eu une course. Sur les vraies voitures? Oui. OK. Et qui était champion du monde. On descend avec les Renault. Les fameuses Renault à effet de sol, avec les jupes à effet de sol. Dans le temps d'Arnoux et Jabot. Arnoux et Jabot, exact, c'est ça. Et on suit aussi l'évolution de Renault. C'était Alain Prost qui conduisait cette Formule 1-là et qui était aussi champion du monde. C'était Fisichella, Alonso, Jenson Button qui ont passé par Renault. Même la noire, c'est une Lotus Renault, celle-là. Oui, oui. C'est-tu la dernière qu'il y a eu avec Lotus? Oui, avant que exact. Renault achète? Oui, OK, d'accord. exact, oui. Une Formule 1 Michelin, le Medical Car et l'Emergency Car. D'accord. Là-bas. Ça, c'est le UT modèle, si je ne me trompe pas. Exact. Dans les modèles des Oui. C'est la Formule 1 représentatif du Grand Prix du Canada 2002. Et ici, ils ont fait un modèle qui représente tous les pays qui ont eu ou qui ont encore un Grand Prix. Et la marque de la voiture, c'est? C'est une mini-champ. OK, mais de la marque Loto, ça a-tu vraiment existé cette voiture-là ou c'est juste dans le modèle réduit? OK. Oui, c'est tous les modèles qu'ils ont fait. Ça a vraiment roulé. Oui, okay. Ça a vraiment existé. Oh, oui. Alors là, on tombe dans Villeneuve. On commence avec dans Williams. Ça, c'est des médailles qu'il a gagnées. Il était champion du monde en 97, comme tout le monde. Un petit peu, les médailles que tu parles là, c'est-tu les vraies médailles ou c'est des copies des médailles? C'est des copies. Tu m'as fait peur. Non, c'est des copies. D'accord. Ah, c'est des copies. Et puis, c'est ça. Donc, ils ont fait un timbre à l'effigie de Jean Villeneuve pour commémorer son championnat de Formule 1. Alors ça, effectivement, c'est tout du Williams. Là, ici, c'est encore Williams, mais en 98. Donc, l'année après son championnat, Williams a changé totalement, mais... De commanditaire. Oui, de commanditaire et... Est-ce que c'est encore Renault qui faisait l'autorisation, je m'en souviens pas? Oui. Oui. Mais ça n'a vraiment pas été fameux. Un succès, oui. Il y avait Frenzam qui était son copilote, son coéquipier. Et puis ça n'a vraiment pas été un gros succès. Alors en 99 a commencé l'aventure Bar. Okay. Qu'on sait tous qui s'est terminée en queue de poisson. Ouais. La voiture que je regarde, c'est un genre de prototype. Celle-là? Oui. Il a couru aux 24 heures du Mans. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est pas Peugeot? Oui, effectivement, c'est une Peugeot. Il a fait juste une course au Mans, hein, si je ne me trompe pas. Oui, il a fait seulement qu'une course et puis ils ont fait un modèle réduit de ça. De Bar, il a retourné avec Renault. Après, il s'est en allé avec Sauber. Mais ça, ils ont fait un modèle qui rappelait son mariage. Sur l'aileron en arrière, c'est marqué Just Married. Dans ce présent entonnoir-là, on a un petit peu une histoire de la Formule 1. Au tout début, il y a le Honda qui a vu le jour dans des courses en 1963, qui n'a pas fait vraiment fureur au niveau de l'écurie, mais on sait tous comment Honda est vraiment fiable au niveau moteur. Question historique, le film Grand Prix, qui est sorti dans les mêmes années, si je ne me trompe pas, 64, c'est justement l'histoire de Honda qu'on voyait. Monsieur Tintigny. C'est ça, hein? Oui. Oui. Alors là, on a les Lotus, avec évidemment Jim Clark, qui a été le maître absolu de Lotus et pendant les fins des années 60, a tout battu, a tout gagné. Il y avait aussi Dan Gurney, aussi dans ces années-là, qui était pas piqué des verres non plus. Oui, Dan Gurney, effectivement, qui a couru au 130 ans, qui a couru dans plusieurs en Can-Am, oui, effectivement. Donc ici, là, on est encore dans les Lotus, toujours Lotus, Graham Hill,
qui a vu le jour avec Lotus, la peur de Damon Hill en 1967. En 68, il a gagné. Joe Seifert, qui était là aussi, qui est un Suisse qui, malheureusement, est décédé dans une course. Donc, on a encore des Lotus de Graham Hill et un dénommé Mario Andretti. En 1968, Mario Andretti a couru sur la 49B de Lotus. Donc là, on a encore une Matra qui n'a pas atteint de niveau épouvantable, sauf qu'elle a été championne du monde. Ah oui? Ouais. Elle, en plus, c'est une Shabak, par exemple. C'est pas le même modèle réduit que les autres en général. Ça c'est plus un jouet, mais très sophistiqué. En plein ça. Exact. En plein ça, on a même une clé pour enlever les pneus. Oui. Donc là, on retourne encore à Lotus. Toujours avec Graham Hill qui est là. On a Ronnie Peterson et le fameux Emerson Fittipaldi. Oui. Qui a remporté un paquet de courses et qui a fondé sa propre écurie. Donc, on a celle-là ici, champion du monde, Mario Andretti, celui-là. Il n'y en a pas une que c'est une Corgi là-dedans? Celle-là. C'est ça, hein? Oui. Les Corgi n'ont pas fait vraiment beaucoup de modèles à 10. Je pense qu'ils en ont fait 2, McLaren et elle. Mais on peut remarquer qu'elle est un peu plus grosse. Oui, exact. Alors, ça devrait être un 16, quelque chose comme ça. Peut-être, oui, probablement. C'est ça. Alors, il y a M. DeAngelis qui a couru en même temps qu'Ayrton Senna. Dans les mêmes années qu'Ayrton Senna. Alors là, on tombe dans la Brabham avec Riccardo Patrese qui ont... franchement, Brabham a eu du succès quand même. Oui, il y a eu... il n'était pas champion à tout casser, là, mais ça a été quand même très bien. C'était une écurie qui était respectable. Ensuite de ça, on a des Alfa Romeo. Alfa Romeo, fin 50, début 60, il était dedans. Mais là, pas vraiment. Là, il y a une Leighton House qui, après, est devenue Ligier. OK. Là, on a la seule et unique saison avec Brown Grand Prix de Jenson Button. Ross Brown était le maître d'œuvre de Schumacher pendant son règne Ferrari. OK. Il est parti de Ferrari et il a parti sa propre écurie, Brown Grand Prix. Et la seule saison, il a remporté le championnat du monde. Ensuite, on tombe, si je ne me trompe pas, c'est quoi, les Jordan ou... Non, c'est bon, hein? Ça, c'est des Tyrrell. Tyrrell, OK. Ah, Tyrrell avec... Ah, sa fameuse 6 roues. Oui, la fameuse 6 roues avec Jackie Stewart, qui était champion du monde aussi. Avec Jody Scheckter, qui après ça, il est allé à Ferrari. Qui a couru avec Gilles. Qui a couru sur la fameuse Tyrrell 6 roues. Monsieur Eddie Jordan, écurie privée, mais qui a obtenu un succès fou. Malheureusement, il n'a pas gagné beaucoup de championnats, je dirais même qu'il n'en a pas gagné un. Sauf que la longévité de cette écurie-là a été vraiment exceptionnelle pour une écurie privée. Alors, Jordan, avec Barrichello, il y avait Fisichella, même Takuma Sato a couru pour eux, Takuma le mur. Takuma de War parce qu'il se retrouvait toujours dans le mur. On continue avec la section suivante pour les écuries disparues. On avait la Stewart avec Barrichello, Jan Magnussen. Ça n'a pas fait fureur très très longtemps, mais ils ont été là fin des années 90. Là maintenant, je vous présente les Arrows. J'ai celle qui commence en 98. J'ai malheureusement pas celle des années 70-80. Le modèle se faisait pas dans le modèle de... J'en ai jamais vu. OK. J'en ai jamais vu. Alors ici, c'est le numéro 1, suite au gagnant du championnat de Damon Hill, qui est parti de Williams pour s'en aller avec Arrows. Alors ici, on a toute l'évolution de Arrows jusqu'à temps qu'il soit racheté. De Arrows, on passe au BAR avec Riccardo Sonta et Mika Salo, le Suédois qui a roulé sa bosse un peu partout. Là, ici, on a une super Aguri.
C'est un ancien pilote que lui a probablement dilapidé sa fortune en essayant de créer une écurie de F1. Mais ça n'a pas fonctionné. Là, j'en ai encore une Villeneuve ici, de Sauber, qui était sa dernière année de course. Ensuite de ça, on tombe dans les Minardi, qui est une autre écurie privée. Il a essayé de survivre, mais dans un monde de centaines de millions qu'il n'a pas été capable de... Le partage des revenus était pas aussi... égalisé. Up-to-date, ouais, c'est ça. Égalisé qu'en ce moment. Après ça, on tombe dans les Sauber, dans les années 92-93, qui a commencé bien sobrement. Mais Peter Sauber avait une vision que lui, c'est un riche financier, que c'est, selon moi, la seule écurie privée qui avait une soufflerie. J'en connais pas d'autres qui pouvaient se permettre d'avoir une soufflerie, mais Peter Sauber s'en est fait construire une. Fait intéressant, ici, on a un test car de Michael Schumacher avec une Sauber. Il a fait ça pour des trucs promotionnels et ça a été le temps de quelques tours de piste. On s'en va dans les Jaguars. Les Jaguars avec notre ami Eddie Irvine qui lui donnait tout ce qu'il y avait en piste. Irvine, en même temps que Jaguar, ont essayé de survivre aussi. Pourtant, Jaguar, c'est une marque de voiture prestigieuse. Oui. Mais ils n'ont pas réussi à subvenir aux besoins de tous et chacun, encore une fois, à des centaines de millions. On passe à la prochaine section. Oui, là, on a l'ancienne écurie Ligier. Oui. Une écurie française qui a œuvré pendant peut-être 7, 8, 10 ans. Tant que les voitures françaises étaient un petit peu plus à la mode ou un peu plus dans le jeu de la Formule 1, si on veut dire. Oui, ou peut-être dans le temps que le franc français était surévalué. Ouais, okay. Alors, Alain Prost, que lui aussi a dilapidé une partie de sa fortune dans son écurie, mais lui, il a été jusqu'en 2001. Alors, il a toffé un 5-6 ans, 98, 99, 2000, 2001. Après ça, ben là, il est obligé de déclarer forfait. Plus de son, plus d'image, plus d'argent. Alors après ça, on tombe avec les Toyota. Quelques années, effectivement. Ouais. Pas longtemps. Toyota, non. Toyota, en 2002 et 2003, assez pénible pour eux. Pourtant, lors d'une conférence de presse, ils disaient qu'ils étaient pour révolutionner la Formule 1. Je pense qu'ils sont mieux de continuer dans les télés que dans la Formule 1. De toute façon, ça... N'entends pas. Non, exact. Après ça, j'ai voulu faire un petit clin d'œil aux voitures d'époque. On a l'Alfa Romeo de 1933, la Bugatti de 1934 et différentes voitures qui coursaient à Indy, mais dans le temps qui faisaient partie du championnat F1. Les Bugatti, tout ça, si je ne me trompe pas, c'est des modèles Durago, hein, ça? Oui. Ok, oui. Oui, exact. Là, on a une Maserati qui a gagné avec notre ami Fangio. Benetton avec Flavio Briatore à la tête de cette écurie-là. C'était vraiment quelque chose de, on pourrait dire, de fantastique à l'image de Briatore. Il était tout feu, tout flamme, mais ça n'a jamais remporté Grand Prix. Ça en a eu quelques victoires, mais jamais de championnat. C'est vraiment plus avec, de toute façon, avec Schumacher que ça a vraiment commencé, Benetton, si on peut dire, vraiment le succès. Là. Oui, bien c'est d'ailleurs Briatore qui a été recruté Schumacher de Jordan suite à sa première course. Alors, il y en a eu plein, il y en a eu pendant une dizaine d'années, sauf que petit train va loin, mais ça n'a jamais remporté de championnat. Là, on tombe dans la section des Williams, je crois. Ouais, Frank Williams.
le dur à cuire de la Formule 1, a commencé comme coureur et il a eu un accident de voiture et il est devenu paraplégique, effectivement. Alors, on commence avec les belles années de Nigel Mansell, il était champion du monde. Après ça, Prost a été champion du monde pour Williams aussi. On monte. Là, l'avenue de Coulthard, Damon Hill, qui a été champion du monde en 96. Le fils de Graham. Ouais, fils de Graham. Après ça, on s'en va toujours dans les championnats de Williams avec Villeneuve en 97. En 98, ils ont changé radicalement. Ils ont même fait des modèles version course et un modèle court et version course, modèle allongé et un modèle de présentation. Ils voyaient grand les messieurs, ça n'avait pas d'allure. Alors tout ça, c'est le modèle court, le modèle long, etc. Donc on s'en va. Ralf Schumacher qui a fait son apparition, qui a été un bon pilote. Il faut jamais le talent de Michael, mais il y a Jenson Button qui est arrivé avec toute sa fougue anglaise. Oh, t'as une voiture à l'envers? Pourquoi exactement? Oui, lors d'une pratique, Schumacher s'était fait rentrer dedans par un compétiteur et, pour le souligner, ils avaient indiqué sur l'aileron arrière Keep Your Distance. Donc, il faut croire que l'humour a sa place même en Formule 1. Encore une fois, présentation de Montoya, version course. Présentation, la version de course, mais allongée. Williams était vraiment, je pense que c'est le seul qui ont eu des constructeur qui a fait ça. Des versions allongées, des versions courtes. On a ici un diorama avec l'écurie, les membres de l'écurie. Dans le temps, il y avait un refuel. C'est en 2000. Alors, dans ce temps-là, oui. Il y avait aussi la fameuse Budweiser avec le museau comme ça. Oui, on dirait que le nez était double, si on peut dire. Exact. Alors ça, c'est la présentation et ça, c'est la version course. Encore une fois, c'était la mode dans ce temps-là. Rosberg est arrivé avec Williams après ça et il a fait le tour le plus rapide à Bahreïn. Alors, encore une fois, les fabricants ont sauté sur l'occasion pour faire le modèle en disant, pour commémorer le tour le plus rapide de Rosberg à Bahreïn, ils ont fait un modèle. Alors là, c'est Alexander Wurz en 2007. C'est le dernier modèle de Williams que moi, je me suis procuré. Parce qu'à un moment donné, là, ils ont été un an ou à peu près sans rien faire. Puis ceux qui faisaient étaient de qualité moindre et il y avait doublé de prix. Alors à un moment donné, je me suis dit, là, c'est assez. Tu faisais dans la marque de modèle réduit? Oui. C'était toujours mini-jump? Oui. OK. Donc là, j'ai encore Coulthard. Là, j'ai Vettel, champion du monde, pour Red Bull. Ici, il y a une Toro Rosso qui n'existe plus, qui était l'écurie sœur de Red Bull, Red Bull, Toro Rosso. Et les fameuses Lotus qu'ils ont tenté un retour en F1, mais ça s'est avéré vraiment, c'est pas probant du tout. Alors, après 2 ou 3 saisons, ils ont arrêté. Là, je vois que tu as une section plutôt post-mortem, si on peut dire. Oui. C'est tous les pilotes très connus qui... explique-nous ça. Ben, en fait, j'ai 3 pilotes différents dans ce présentoir. J'ai, bien évidemment, Gilles Villeneuve, qui est mort tragiquement en Belgique en 82. Alors, ce sont les modèles qu'il a conduits, qu'il a pilotés. Même la McLaren est là. Oui, la McLaren de Villeneuve. Et différents artefacts qui ont été produits. Des timbres, toutes sortes de... une espèce de médaille de Villeneuve. Il y a des macarons qui ont été faits, il y a des cassettes de Gilles Villeneuve.
qui a été produit. Ici, on a la reproduction Villeneuve et Pironi lors d'une course, ouais, c'est ça. Ça, c'est un genre de diorama finalement. Exact. Et dans les 1,43 qu'il y a là, c'est les différentes voitures que Villeneuve a conduit au fil des Grands Prix. Le O27, ça c'était au Grand Prix de Montréal quand il avait perdu son aileron. Finalement, on n'a jamais su comment il faisait pour conduire pour piloter sa voiture. Oui, ben exact. Mais là, on voit les trois facettes. Oui, quand c'est accroché. La deuxième, c'est quand l'aileron était à moitié cassé. Et la troisième, c'est quand il n'y avait plus d'aileron. On a Ayrton Senna, qui lui est décédé tragiquement en 1994 à Imola. Alors, encore une fois, il était avec la John Player spéciale. Après ça, il a été avec Lotus, McLaren, et il est décédé au volant de Williams. Là, je vois que par contre, on tombe dans le NASCAR. Oui, le NASCAR, c'est pour Dale Earnhardt qui s'est malheureusement tué, a perdu la vie de façon très étrange. Et c'est de là qu'est parti le fameux Hans, qui fait que maintenant tous les pilotes ont cette protection-là au niveau du cou. Section un peu différente aussi, là on tombe dans le Indy. Oui. Le Indy avec Jacques Villeneuve évidemment dans le célèbre numéro 27. Il y avait Greg Moore qui s'est tué à Laguna Seca en 99. En 97. Il y a Patrick Carpentier aussi. Oui. Patrick Carpentier qu'on a, et Tagliani qui n'en a jamais fait. En ma connaissance, il n'y a jamais eu de modèle à son nom. Ok, d'accord. Mais alors là, on a beaucoup. Dans le temps de Brian Herta, avec la fameuse Target, il a tout gagné pendant nombreuses années. Alors là, c'est un petit peu le coup de cœur que j'avais, les 500 000 d'Indianapolis. Qui était la voiture, pas la voiture de Pace Car, mais qui était commémoratif de l'année de la course Indiana. Comptez le nombre de voitures produites, si on parle de modèles réduits, là, y a-tu plus dans le Indy, dans le Formule 1 ou c'est à peu près équivalent? Il y a beaucoup plus de Formule 1. Oui, ok. Ouais. Parce que c'est mondial, j'imagine. Ça, la plupart des players, c'est des modèles action qui sont quand même plus lourds mais plus chers. D'accord, ouais. Mais les autres, ça peut être aussi comme du Maestro, du Durago, quelque chose comme ça. Là, pour faire un changement de grandeur, parce que l'on parle surtout de modèle 1.18, on est dans le modèle 1.43. Ça représente quoi exactement? C'est les écuries championnes? Ça représente tous les champions du monde. Ah, les conducteurs. Oui, peu importe l'écurie, le champion du monde. Fait que c'est un exemple, un pilote comme Schumacher a remporté 7 championnats du monde. As-tu les 7 voitures? On l'a. OK. Là, t'as le Benetton qui est là, les Ferrari, un autre, l'autre qui est ici. Là. Dans le Benetton, OK. Ouais. Alors, ça commence en 1950 avec Farina, puis Ascari, puis Fangio, puis tous ces fous du volant qui n'avaient aucune protection, qui couraient en manches courtes avec un casque de cuir, puis des googles, puis une paire de gants de cuir pour se protéger, c'est tout ce qu'il y avait. Y a-t-il une raison pourquoi c'est juste 1.43 dans les championnats, dans les champions du monde pilote? C'est-tu parce qu'ils n'ont pas fait les voitures dans le 1.18? Il y a beaucoup, dans la Formule 1, le 1.43 est le modèle international. Si on veut avoir des anciennes écuries, comme dans ce présentoir-là, c'est en 1.43. En 1.18, je ne sais pas, j'en connais pas. Puis tu as même un modèle Carrera qui est un modèle, si je ne me trompe pas, de slot car, de piste de course, parce qu'il ne se faisait pas il se faisait pas en modèle réduit métal. Exact. OK. Ouais. Moi, j'ai essayé d'avoir, peu importe l'échelle, j'ai essayé d'avoir au moins le champion du monde de chaque saison. Puis comme un peu hasard, c'était juste du 1.43. Oui.
depuis 1950. Et cette année-là, je me suis résigné à avoir une voiture pour les pistes de course électrique. Parce que un petit peu plus gros que le 143, 132, si je ne me trompe pas. Parce que je pouvais pas, j'en ai pas trouvé de cette année-là. L'autre section, c'est les McLaren Mercedes. Ça, encore là, ça a commencé avec Fangio dans les années 50 quelques. Et puis, ça a évolué avec le temps pour devenir l'écurie qu'on connaît aujourd'hui avec le redoutable Lewis Hamilton. As-tu les voitures juste Mercedes ou as les voitures qui ont eu une motorisation Mercedes? C'est tout du Mercedes. OK, d'accord. Ouais. Ça ici, on voit les petites voitures là, que autant le numéro 7 qui était Coulthard, je crois, ou Akina, et le numéro 8 qui se déplace sur les circuits. Une année, il avait fait ces petites voitures. Alors, on a eu l'évolution de Mercedes. Il l'appelait de Silver Arrow à un moment donné. Oui. Parce que. Il était tout argent. Oui, il était tout argent, puis il filait comme une flèche. Comme une flèche. Comme une flèche. Là, on va parler de la dernière section qui a l'air assez spéciale, toujours dans le 143. C'est section Montréal, ça se peut-tu? Oui, c'est tous les gagnants du Grand Prix de Montréal, depuis le Grand Prix numéro 1, aller jusqu'à Grand Prix numéro 1 qui s'est produit en 2022. Mais on parle pas juste on parle du Grand Prix du Canada, pas juste Du du Grand Prix du Canada. OK, d'accord. Oui. Donc, le premier, ça serait Celui-là. en 69, ça se peut-tu quelque chose? Oui. En 69? Oui. 67. Jacques Brabant? Exact. Ou ça sur mon tremblant? Oui. Il y en a qui ont eu lieu en Mosport. Regarde, l'échelle de ça. C'est des modèles que je suis pas capable d'avoir dans une échelle plus standard. C'est du 1,43, mais ça c'est du 1,64 si je ne me trompe pas, mais effectivement. Ça va peut-être du 1,64. Alors c'est encore là, je m'efforçais d'avoir le modèle de la Formule 1 qui a gagné à Montréal à chaque année. Et il me manque celui-là. La Brabant de 84. Oui, la BT33. Elle s'est pas faite dans le majorette? Elle s'est pas faite. Dans le majorette, elle s'est pas faite? Elle s'est pas faite. OK. Ça fait depuis 10-12 ans que je la cherche et je la trouve pas. Mais c'est la beauté de la collection. Donc on fait un appel à tous. Brabant 1984. BT33. BT33 de Nelson Piquet. Ouais. Bon, Gilles, le champ de collection, qu'est-ce que tu penses faire? Tu veux-tu éventuellement le mettre dans un musée? C'est quoi tes ambitions pour ta collection? J'aimerais beaucoup que quelqu'un puisse la conserver intacte. Oui. Parce que c'est pratiquement 30 ans de ma vie qui a passé là. Et encore plus pour les raisons que dans plusieurs cas, le modèle ne se retrouve pas. Il y a de la recherche là-dedans? Beaucoup. Ça, c'était, mon Dieu, c'était 25 à 30 heures par semaine pendant 20 ans à chercher tous ces modèles-là. Et qu'aujourd'hui, 50% sont plus trouvables. On peut pas séparer ça. Hey, merci Gilles. Je te remercie beaucoup. Puis, merci à toi. on regarde ça, mais